Elle est entrée et est restée avec Stéphane dans la maison 20 à 25 minutes et... Il dit avoir entendu Angela pleurer. Ensuite, tout est devenu silencieux. 2 minutes plus tard, elle est sortie en courant par la porte d'entrée, disant que le bébé avait disparu. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici Un monde maléfique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fillette dont la mère et son compagnon ont caché la mort pendant des mois. Et finalement, son corps a été retrouvé dans un endroit improbable, mais un endroit qui aurait probablement déjà dû être fouillé. Ceci est l'histoire d'Elena Steinfurt. Elena Jane Steinfurt est née à Toledo, dans l'Ohio, le 22 décembre 2011 de son père, Terry Steinfurt, également connu sous le nom de TJ, et de sa mère, Angela Steinfurt. Elena avait une sœur aînée, Kylie, qu'elle aimait poursuivre dans la maison. Elena était un bébé très affectueux, aimant les câlins et un peu la petite fille de son papa. Elena adorait être poussée sur la balançoire. Elle était joueuse, énergique et déterminée. Née avec des problèmes aux pieds, les médecins pensaient qu'Elena marcherait plus tard que la normale. Pourtant, après quelques mois de kinésithérapie, elle marchait déjà à son premier anniversaire. Les parents d'Elena, Terry et Angela, étaient ensemble 8 ans avant de se séparer en novembre 2012. Bien qu'ils n'aient pas encore entamé de procédure de divorce, ils avaient un accord de garde informel pour Elena et sa sœur de 4 ans. Lors de la dernière semaine de mai 2013, Angela a envoyé les filles vivre chez leur père, Terry. Elle disait être expulsée de chez son petit ami et n'avoir nulle part où aller avec les filles. Avant qu'Elena et Kylie n'aillent vivre chez leur père, Angela avait en fait empêché ses 2 filles de le voir pendant environ 3 semaines. Terry et Angela avaient convenu que lorsqu'elle emmenait leurs filles, c'était uniquement pour une visite. Et elle n'était pas autorisée à les emmener chez son ex-petite amie. Maintenant, Terry ne voulait pas qu'elle y aille, non pas parce qu'il était jaloux, mais parce que, auparavant, Angela lui avait dit que son petit ami, Stephen King, sans lien avec l'auteur, s'était montré inapproprié avec les filles. Apparemment, une fois, il avait attrapé la sœur aînée d'Elena par le bras, l'avait traînée, tirée et lui avait donné une gifle sur la bouche. Et Angela avait tout raconté à Terry. C'est comme ça qu'il l'avait appris. Le 1er juin 2013, Terry a laissé Angela emmener leurs 2 filles pour une nuit et devait les récupérer le lendemain. Mais au lieu de rester chez son beau-père, Richard Shiva, comme elle l'avait promis à Terry, elle est allée à la place chez la mère de Stéphane avec ses filles, alors qu'elle avait dit qu'elle n'irait pas là-bas avec les petites. La mère de Stéphane, Julie King, vivait sur Federal Street à East Toledo, Ohio. Angela et Stéphane s'étaient séparés une semaine plus tôt. Mais Angela avait appelé sa mère, Julie, le 1er juin, et lui avait dit qu'elle n'avait nulle part où aller avec ses 2 filles cette nuit-là. Donc Julie, la croyant, l'a laissée rester. Mais en réalité, elle aurait pu rester chez son père avec les 2 filles. Elle ne voulait tout simplement pas parce qu'elle n'avait pas le droit de fumer ses cigarettes là-bas. Oui, c'est pour ça. Parce qu'elle ne pouvait pas fumer ses cigarettes, elle a mis ses filles dans une situation dangereuse. Le lendemain, le 2 juin, Terry est allé chez le père d'Angela, s'attendant à récupérer ses 2 filles. Mais on lui a dit qu'elles n'étaient pas là et qu'en fait, elle les avait emmenées chez la mère de Stéphane. Terry, furieux, remonta en voiture pour rejoindre la maison de Julie King. Quand Terry a frappé à la porte d'entrée, Angela a ouvert. Et même si elle acceptait que leur fille aînée, Kylie, parte avec lui, elle a refusé de laisser Elena partir avec lui. En lui disant qu'Elena dormait et qu'elle ne voulait pas la réveiller, Terry a insisté, mais Angela a continué de refuser. Agacée que sa future ex-femme lui complique autant la tâche, Terry est allé chercher son père, Terry Senior, pour qu'il serve d'intermédiaire. Et ils sont revenus ensemble chez Julie environ une demi-heure plus tard. Après discussion avec Terry Senior, Angela a cédé et est entrée chercher Elena. Elle était partie environ 20 minutes quand elle est soudain revenue en courant, criant « Ils ont pris mon bébé, ils ont pris mon bébé !» Angela dirait à Terry et à son père que son ex, Stéphane, et sa mère Julie sont sortis par l'arrière chercher Elena. Quand ils ont entendu cela,
Ils lui ont dit qu'il devait aussi appeler le 911 et qu'il devait également aller la chercher. Mais Angela agissait maintenant comme si de rien n'était et elle s'est assise sur le porche sans verser une larme pour sa fille qui avait disparu. Alors Terry a appelé la police et presque immédiatement, leur recherche d'Elena a commencé. Lorsque les autorités sont arrivées chez Julie, elles ont fouillé la maison de fond en comble, cherchant le moindre indice sur l'endroit où Elena avait pu aller, mais elles n'ont rien trouvé. Terry, sa famille et ses amis ont cherché en faisant du porte-à-porte, sans réussir à la retrouver. Des recherches de porte-à-porte ont été menées par plusieurs agences pour retrouver la fillette de 18 mois disparue. La police mobilisait tous les moyens, avec les pompiers et le FBI, pour retrouver la petite Elena. À ce moment, Stéphane et sa mère étaient sortis par l'arrière depuis environ une demi-heure. C'était une demi-heure qui n'était pas expliquée. Bien que sa mère ait dit qu'il était dehors tout le temps à chercher Elena, Stéphane et moi, nous avons toutes les deux couru par la porte de derrière. Julie affirme qu'elle était avec Stéphane et qu'il craignait qu'Elena soit allée dans le jardin. J'avais juste peur qu'elle soit sortie par la porte de derrière et allée à la piscine. À ce moment, il serait parti environ 30 minutes, dit Julie. C'est vrai, mais incomplet. J'avais dit à Stéphane d'aller dans la ruelle pour vérifier. Peut-être qu'elle était sortie par le portail. Ce laps de temps manquant a été remis en question. Mais elle affirme que Stéphane était avec son cousin et un autre garçon du quartier pour chercher Elena. Il n'est pas sorti en courant seul, ni avec un bébé par la porte de derrière. C'était lui et moi qui regardions dans la piscine du garage. pendant ce temps, Terry et son père avaient le sentiment qu'Angela et Stéphane savaient exactement ce qui était arrivé à Elena. Ils trouvaient le couple étrange et pensaient savoir où était Elena. Dis-moi ce que tu ressens ce soir à ce sujet. Je ne sais pas comment les expliquer, ces enfants sont fous. Je tremble depuis 3 jours. Je veux juste que mon bébé rentre. Elle a des problèmes et seuls son père et moi pouvons les résoudre pour elle. Je t'ai déjà parlé, il y a beaucoup de membres créatifs ce soir. Que ressens-tu concernant ton soutien? Avec ton soutien, je ne me sentirai pas ainsi, mais quand on me juge sans savoir, c'est différent. Certaines des personnes qui mettent des affiches pour toi, ce sont celles dont tu sens vraiment qu'elles t'aident. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me rend vraiment heureuse parce que j'ai besoin de tout le soutien possible pour la ramener à la maison. Tout ce qui me maintient à l'aise et sain d'esprit. Julie King dirait à quelques personnes, y compris à son neveu, qu'Elena, Angela et Kylie étaient revenues chez elle le 1er juin et avaient passé la nuit. Elle a dit qu'elle n'avait vu aucun des deux enfants en personne, ni le premier ni le 2. Cependant, elle a entendu Elena pleurer à un moment donné le 2 juin, a-t-elle déclaré. Plus tard, cependant, Julie parlera aux médias et leur dira qu'elle avait changé la couche d'Elena pendant qu'elle était là. Or, si cela était vrai, elle aurait vu toute blessure infligée à Elena, mais elle n'a jamais été interrogée officiellement par la police. Mais est-ce que Julie a vraiment vu les filles ou non? Elles étaient bien là les 1er et 2 juin, car la police a trouvé des images de vidéosurveillance montrant Angela et Elena assises sur le perron de Julie la veille de la disparition d'Elena. Donc, toi. Et tu sais, je disais que la dernière fois qu'on a vu le bébé, c'était sur la caméra, la vidéo de surveillance qu'on a récupérée de... Quelqu'un. Tu dis l'avoir vu après, vers 18h, non? Samedi, c'est bien ça? Tu as donc vu le bébé depuis? Oui, nous l'avons vu samedi soir vers 21h15, 21h30. Je pense que c'était mon ami et moi. Kylie est arrivée en courant et s'est assise près de mon fauteuil à bascule. Elle m'appelait toujours Tata Nana et disait
Tata Nana, je t'avais dit que je reviendrais, contente d'être de retour. Et Angela avait posé le bébé pour nous montrer ce qu'elle appelait une couche. Nous lui avons dit que c'était un érythème fessier, mais elle pensait autre chose. Et j'ai joué avec les enfants pendant quelques minutes, puis je suis allée me coucher. Je suis montée me coucher. De toute façon, je me couchais toujours tôt. Mais à cette époque, il n'y avait pas visible de blessures ou quoi que ce soit sur le bébé. Pas que j'ai remarqué, non. Était-elle réveillée et réagissait-elle? Oui, elle avait l'air d'être réveillée et d'agir normalement. Je veux dire, elle a toujours été une petite fille un peu déprimée, toujours triste. Elle avait toujours l'air triste. Alors qu'Angela affirmait publiquement croire à l'enlèvement de sa fille Elena, Stéphane refusait tout commentaire aux médias. Le jour de la disparition d'Elena, la police a interrogé séparément Stéphane et Angela. Lors de son entretien avec la police, Stéphane a déclaré avoir rompu avec Angela une semaine plus tôt, parce qu'il n'approuvait pas son éducation des enfants. Il n'aimait pas non plus la façon dont elle disciplinait ses filles, et il a dit que parfois elle frappait Elena sur la tête. Angela et Stéphane ont tous les deux déclaré lors de ses premiers entretiens que c'était Stéphane qui avait couché les enfants le soir du 1er juin. Ils s'accordaient aussi à dire que Stéphane avait été le seul à entrer dans la chambre pour vérifier Elena le lendemain pendant qu'elle dormait. Le 3 juin, la police a interrogé la sœur d'Elena, Kylie, qui a déclaré que Stéphane n'était pas gentil avec elle. Elle a également dit aux enquêteurs qu'ils devraient emmener Stéphane en prison parce qu'il était méchant avec son père et sa mère aussi. Kylie a aussi dit que Stéphane lui avait donné un coup de poing à la jambe, mais qu'il n'avait blessé personne d'autre selon elle. Cela a dû être extrêmement difficile pour la petite fille, car elle avait déjà du mal à traverser la disparition de sa sœur. En fait, chaque fois que son père, Thierry, quittait la maison, elle lui demandait s'il allait chercher sa sœur, Elena. Après plusieurs jours sans nouvelles d'Elena, le 6 juin, les équipes ont étendu les recherches à la rivière Maumee voisine. Ils cherchaient ici car Angela et Stéphane avaient dit à la police avoir trouvé 2 couches usagées du même type que celles qu'Elena portait lors de leurs recherches sur la berge. Or, cette zone où ils disèrent avoir trouvé les couches avait déjà été fouillée sans rien découvrir à l'époque. La police était certaine que les couches n'étaient pas dans cette zone lorsqu'ils l'avaient fouillée auparavant. Les enquêteurs ont alors commencé à penser qu'Angela et Stéphane essayaient simplement de les induire en erreur et qu'ils étaient impliqués dans la disparition d'Elena. Pendant ce temps, Thierry et le reste de sa famille gardaient qu'à l'espoir qu'Elena était toujours en vie quelque part. Et ils organisaient des veillées de prière 2 fois par semaine pour la petite fille. Les recherches d'indices sur la disparition d'Elena Steinfort ont continué jeudi sous le pont. Les enquêteurs ont fouillé la forêt près de la rivière pendant que les plongeurs exploraient l'eau. Pendant ce temps, dans le quartier d'East Toledo où la fillette a disparu, sa famille a un message simple. Je veux simplement que la personne qui la prenne ramène notre fille saine et sauve à la maison, qu'on nous la rende. J'ai demandé à la grand-mère d'Elena comment la famille trouve la force d'affronter chaque jour. Tout cela, c'est rester unis, prier. La famille et la communauté prient pour que la fillette soit retrouvée saine et sauve. Et si vous ne voulez pas donner votre nom ou quoi que ce soit, déposez-la simplement dans une église ou quelque part et passez juste un appel anonyme, vous savez, et ramenez-la à la maison, ramenez-la nous. Peu de temps après le début de l'enquête, les détectives ont commencé à se concentrer sur Angela après avoir appris qu'elle avait dit à quelques personnes que Terry n'aurait jamais l'enfant. En parlant d'Elena, la police a également entendu de plusieurs sources qu'Angela avait dit à des gens qu'Elena avait un œil au beurre noir, une bosse sur la tête et du sang autour de la narine, lorsqu'elle s'était réveillée le matin de sa disparition. Un voisin a déclaré au journal local avoir assisté à la réaction d'Angela. Quand elle avait appris que sa fille avait disparu, elle était passée des larmes au sourire en un clin d'œil. Certains de ses témoins ont également déclaré qu'ils avaient vu Angela crier sur son enfant de 18 mois par le passé. Et elle avait aussi traité la sœur aînée d'Elena, Kylie, de garce, puis lui avait donné une gifle en plein visage. Elle était également connue pour laisser la petite Elena seule pendant des heures. Quand Angela a parlé à la police de Tolède, elle a confirmé qu'Elena avait un œil au beurre noir, une bosse à la tête et le nez en sang, mais ignorait comment c'était arrivé. Elle a également déclaré qu'aucune de ses blessures n'était présente dans la nuit du 1er juin, mais que lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain matin, elles étaient toutes apparues.
Angela a alors été arrêtée pour mise en danger d'enfant, car elle savait pour les blessures d'Elena sans chercher d'aide. L'accusation a ensuite été abandonnée le 24 juin. Cependant, le grand jury l'a inculpée pour entrave à la justice et elle a plaidé non coupable. Quelques jours après son arrestation, Angela a accepté de déclarer à la police et a admis pour la première fois la mort de sa fille. Elle a d'abord affirmé avoir seulement entendu Elena pleurer et un bruit sourd quand Stéphane l'a couchée. Elle revenait maintenant sur sa déclaration et disait qu'elle était dans la chambre et qu'elle avait vu Stéphane jeter Elena. Angela a dit à la police qu'elle pensait que Stéphane était responsable des blessures d'Elena. Pourtant, à l'époque, il lui avait dit que Kylie avait accidentellement frappé sa petite sœur en dormant et que c'était cela qui avait causé le cocard et le nez en sang. Angela a aussi expliqué qu'elle craignait Stéphane, ce qui l'avait empêché d'agir à l'époque. Le lendemain matin, Angela a dit qu'Elena était morte et Stéphane a dit qu'il s'occuperait d'elle. Il avait enveloppé la fillette dans une couverture et l'avait emmenée à la rivière Maumee. Quelques jours plus tard, une détenue de la prison du comté de Lucas, qui purgeait sa peine aux côtés d'Angela, est allée voir la police et leur a dit que, même si Angela lui avait raconté à peu près la même histoire, il y avait quelques divergences. Angela avait dit que Stephen était sous l'emprise de Suboxone dans la nuit du 1er juin et qu'en réalité, c'était elle qui avait jeté le corps de sa fille dans la rivière. Un voisin qui habitait en face de Julie King est également sorti et a déclaré que, la nuit précédant la disparition d'Elena, il avait vu Angela et Stephen sortir furtivement de la maison peu après minuit. Ce voisin a également dit que d'habitude, il entendait la porte moustiquaire des King s'ouvrir et se fermer, mais cette fois-ci, il n'a rien entendu. Après avoir quitté la maison, le couple était parti en van, puis était revenu à la maison environ 15 à 20 minutes plus tard. Le van dont parlait ce voisin serait plus tard confisqué par la police et amené pour être fouillé, mais rien n'y serait trouvé. Le beau-père d'Angela a aussi publié d'autres infos sur ce van. Vous étiez... En train de parler d'un van rouge. De quoi s'agit-il exactement? À propos, c'est le van de Steven, le petit ami. Le jour où le bébé a disparu, il pouvait le repérer, j'ai cherché ce van rouge. La police a cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé à 2h30 du matin. Le lendemain, le van rouge est réapparu dans la ruelle avec des plaques en métal expirées. Le lendemain matin, ils ont enlevé ces plaques et il y avait une plaque temporaire de 30 jours expirée dessus. Maintenant, quand ils l'ont dit, il avait des plaques en métal quand TJ est mort. Quand le grand-père du père du bébé est venu calmer la situation, ils sont sortis par derrière, ont pris le van et sont partis. Ils l'ont plongé dans la rivière ou quelque chose comme ça. Ils avaient trop peur de l'emmener à l'hôpital, alors elle a été envoyée sur Terre, je ne sais pas. Toute la famille, ils auraient dû laisser la mère morte. Ensuite, le petit ami et ma fille sont restés ici jusqu'à ce que quelqu'un parle à quelqu'un. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Quel message avez-vous pour le petit ami en ce moment? Maintenant, rends-toi avant que je ne t'attrape, parce que je viens te chercher aujourd'hui. Puis, environ un mois après la disparition d'Elena, un pêcheur a sorti une mèche de cheveux de la rivière Maumee après qu'elle se soit emmêlée dans sa ligne. La police a lancé des analyses, mais hélas, après plusieurs semaines. Il a été déterminé que les cheveux ne comportaient pas de follicules, ce qui a rendu impossible la réalisation d'un test acide désoxyribonucléique pour les relier à Elena. À ce stade, Stephen King était harcelé quotidiennement et recevait de nombreuses menaces de mort. Tout le monde était convaincu qu'il avait aussi quelque chose à voir avec la disparition d'Elena. La famille d'Elena, espérant toujours la retrouver vivante, a commencé à passer dans des journaux et émissions télévisées. Ils tentaient de transmettre le message sur leur fille disparue. Une cousine de Stéphane est allée dans l'émission de Nancy Gray pour parler au nom de Stéphane. Sa cousine, Christy Edmond, dira que le 2 juin avait commencé comme n'importe quel autre jour. Elena jouait avec ses jouets et quand elle s'est fatiguée, Angela et Stéphane l'ont tous les deux couchée pour une sieste. Stéphane posa Elena sur le lit, puis Angela lui changea sa couche et lui donna une tasse. Ils étaient ensuite partis et étaient allés dans un magasin. La cousine de Stéphane a précisé que le couple était allé dans une supérette d'East Toledo appelée Universal. Là-bas, ils ont acheté des cigarettes puis sont retournés à la maison sur Federal Street où ils logeaient. Plus tard dans la journée, ils sont repartis de la maison et sont allés au Dollar General, mais ce n'était que pour un court moment avant de revenir. Les 2 fois où le couple est parti, les filles étaient censées être sous la garde d'un ami du frère de Stéphane. Après leur retour du magasin, Stéphane a dit à son cousin qu'Angela avait vérifié plusieurs fois l'état d'Elena.
Entre deux vérifications, elle allait observer des enfants plus âgés jouer dans la cour en fumant une cigarette. La cousine de Stéphane, Christy, a aussi dit qu'il n'avait jamais vu la petite avec un œil au beurre noir ou le nez en sang. Et pendant que Christy était sur le plateau de Nancy Gray, elle a aussi dit qu'elle avait été profondément troublée par un commentaire qu'Angela lui avait fait. Angela a dit qu'elle était triste car elle manquait de temps avec sa fille. Christy a dit que ce commentaire l'avait tout de suite rendue méfiante car elle n'y croyait pas. C'est quelque chose qu'une mère dirait lorsqu'elle pense que son enfant va revenir. Le père d'Elena, Terry Steinforth, a aussi participé à l'émission de Nancy Gray et évoqué que ses filles revenaient parfois chez lui avec des bleus. Mais Angela avait simplement accusé le jeune fils de Stephen. Bien sûr, toujours en train de blâmer les enfants. Toujours. Terry et sa compagne actuelle avaient appelé et signalé cela au service de protection de l'enfance. Mais ces services n'avaient jamais envoyé quelqu'un pour rendre visite à Elena et à sa sœur. Le 22 juillet, Stephen King a été arrêté et inculpé d'entrave à la justice. Angela Steinforth a été détenue sous caution de $10 000, Stephen King sous $250 000. Ce n'est que le 5 septembre que Stephen a finalement avoué avoir étouffé Elena, mais sa version différait toujours de celle d'Angela. Stephen a soutenu qu'il n'avait constaté aucune blessure sur le corps d'Elena le 1er juin, ni le lendemain matin. Il a déclaré que le 2 juin, après avoir couché Elena pour la sieste, lui et Angela étaient allés au magasin. Une fois qu'ils sont revenus, il a dit qu'Angela l'avait appelé dans la chambre de la petite fille parce qu'Elena ne respirait plus et qu'elle voulait qu'il essaie de faire un massage cardiaque. Stéphane a dit qu'il n'était pas dans la chambre, donc il n'a pas vu ce qu'elle avait fait pour blesser sa fille. Stéphane lui a expliqué que le massage cardiaque avait provoqué un saignement de nez chez Elena. Il ignorait pourquoi son ex-petite amie n'avait pas appelé le 911, mais lui ne l'avait pas fait par peur. Donc, au lieu d'appeler les services d'urgence, Stéphane a décidé que c'était une bonne idée de mettre sa main sur le nez et la bouche d'Elena, et il l'a étouffée. Stéphane a dit qu'Angela l'avait ensuite accusé pour tout l'incident et l'avait forcé à se débarrasser du corps d'Elena. Alors, Stéphane avait mis son corps dans un sac poubelle, puis dans une boîte. Il l'avait ensuite mise dans la zone de stockage du garage chez sa mère. Peu de temps après que Stéphane ait avoué cela, la police a trouvé une boîte recouverte d'une bâche contenant les restes d'Hélène, qui se trouvait dans une petite mezzanine dans les chevrons du garage. Elle était dans le coin le plus éloigné du garage, sous d'autres boîtes et des déchets. Lorsqu'Angela a parlé avec la police de Tolède, elle a confirmé qu'Hélène avait un œil au beurre noir, une bosse sur la tête et le nez en sang. Cependant, elle ignorait comment tout cela était arrivé. C'est une histoire peu crédible. Comment peux-tu ne pas savoir comment tout cela est arrivé? Même si tu dormais, tu aurais entendu ta fille crier à cause de la douleur de ses blessures. En conférence de presse, la police a annoncé avoir retrouvé des restes squelettiques, immatures, supposés appartenir à la victime. Les tests acides désoxyribonucléiques d'Elena confirmeraient plus tard qu'il s'agissait bien du corps d'Elena, et sa mort a alors été considérée comme un homicide. La maison de la rue Fédérale avait déjà été fouillée par la police à 4 reprises et le garage à 2 reprises. La police jugeait trop dangereux d'envoyer un de leurs chiens cadavres à l'intérieur. Pourtant, un chien cadavre d'un groupe de bénévoles était déjà entré dans le garage auparavant et avait détecté une odeur, mais cela n'a jamais été approfondi. Une vidéo avait aussi été prise le lendemain de la disparition d'Elena. Cela montrait clairement que la porte latérale du garage avait été ouverte, indiquant qu'une personne était entrée. La chef de la police a dit « Nous n'allons même pas parler du nombre de fois où nous avons vérifié là-bas ». Mais le beau-père d'Angela a affirmé que la boîte n'était pas là après la disparition d'Elena. Disparu, car il était effectivement allé dans le garage avec la police et il a dit qu'il ne l'avait pas vue. Et les autorités ont déclaré que, bien que le garage ait été fouillé le 2 juin à ce moment-là, elles se concentraient quand sur la disparition d'une enfant, donc elles n'ont pas fouillé minutieusement les chevrons. Le médecin légiste a noté qu'Elena avait de graves fractures aiguës aux bras et aux jambes. Ces blessures correspondent à un traumatisme non accidentel. Et comme il avait fallu tellement de temps pour retrouver son petit corps, il ne restait plus de tissu mou ni d'organes à examiner lors de l'autopsie. Angela et Stéphane font face à de nouvelles accusations. Le 2 décembre 2013, Angela a été inculpée de meurtre et Stéphane de meurtre aggravé, atteinte à un cadavre et falsification de preuves. Dès le lendemain, le 3 décembre, Angela a accepté un accord de plaidoyer Alford, ce qui revient essentiellement à dire qu'elle n'était pas coupable.
Mais elle a accepté de plaider coupable parce que c'était une meilleure option pour elle. Il y avait des preuves montrant qu'Angela en avait eu assez des pleurs d'Elena dans la nuit du 1er juin et elle l'avait attrapé par un de ses membres et l'avait jeté à travers la pièce. À ce moment, elle avait touché le mur, le lit et le sol. On pensait aussi que Stéphane avait assisté à la scène. Et ensuite, le couple, après que cela se soit produit, est allé faire l'amour. Charmant. Mais l'avocate d'Angela affirmait que le lendemain matin, elle avait en réalité été alarmée par les blessures de sa fille. Cependant, elle avait trop peur d'appeler la police parce qu'elle ne voulait pas que sa fille lui soit enlevée. Angela et Stéphane ont paniqué en voyant la gravité des blessures de la fillette et refusaient de l'emmener à l'hôpital, pour, vous savez, lui sauver la vie. Stéphane a décidé, à la place, qu'il valait mieux lui couvrir le nez et la bouche avec sa main et l'étouffer. Il a caché son corps dans le garage comme s'il s'agissait de déchets. Le juge s'est exprimé lors de la condamnation de Stéphane. Et elle lui a dit qu'elle pensait qu'il ne devrait jamais être libéré de prison et qu'il était un lâche. Elle a ajouté « Vous pouviez demander un traitement médical qui aurait peut-être sauvé la vie de cette fillette. Vous avez privilégié votre bien-être et vos peurs de ce qui pourrait vous arriver. Et avec un sang-froid calculé, vous avez étouffé cette petite fille. Vous lui avez pris son dernier souffle et ensuite qu'avez-vous fait ?» Cela en dit encore plus sur le fond de Stephen King. Vous prenez le corps de cette petite fille et vous vous en débarrassez en la mettant dans une boîte et en la rangeant dans un garage, comme si elle n'était qu'un déchet. Cela en dit long sur la façon dont vous accordez de la valeur à la vie elle-même, sauf à la vôtre. Stéphane a été condamné à 25 ans à perpétuité, Angela à 18 ans à perpétuité. Le père d'Elena, Thierry, a lu une déclaration en audience, la voix souvent brisée. Il a qualifié les actes de son ex-femme et de Stéphane d'égoïstes et insensés. Il a dit « La question qui me laisse complètement perplexe est de savoir comment quelqu'un peut faire du mal, de quelque manière que ce soit, à une petite fille innocente de 18 mois. Je sais que je n'aurai jamais la réponse, car en tant que père aimant, aucune explication ne pourra jamais me satisfaire. Aucune justification n'existe pour nuire à un enfant innocent. Le 4 décembre 2013, quelques heures seulement après avoir entendu les peines prononcées contre Angela et Stéphane, la famille d'Elena a organisé une veillée pour se souvenir de la petite fille. Une centaine de personnes se sont réunies à l'angle de Fédéral et Leonard Street, à l'est de Tolède. Cet endroit a servi de point central lors des recherches de la fillette. Des vêtements et pancartes portèrent des messages. Ramenez Elena à la maison et justice pour Elena. Elena a obtenu justice. Ce slogan retentissait à l'est de Toledo, où la famille menait la marche après la veillée de prière. Et une cérémonie commémorative pour Elena avait eu lieu le 27 septembre 2013 au salon funéraire Eggleston, Maynard et Pavelli à Oregon, dans l'Ohio. En hommage, les visiteurs portaient la couleur préférée d'Elena, le rose. Certaines personnes portaient même des t-shirts avec son visage dessus et laissèrent des fleurs. Ses funérailles ont eu lieu le lendemain et elle a été enterrée au cimetière de Lake Township à Millbury. Des centaines de personnes ont fait leurs adieux à Elena. Et en arrivant sur sa tombe, Terry a relâché une colombe blanche en l'honneur de sa petite fille. La mère d'Elena a demandé à assister aux funérailles de sa fille, mais cela lui a été refusé. Merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Elena aujourd'hui. Je suis vraiment partagée sur la question de savoir si c'était Angela ou Stéphane qui a blessé Elena à l'origine. Il semble qu'Angela n'était pas la meilleure des mamans, et cela a été dit par plusieurs personnes. Mais peu importe qui l'a tué, l'autre personne a aidé à le cacher pendant beaucoup trop longtemps. Jusqu'à ce que la fillette ne soit plus que des os. Désormais, nul ne saura jamais précisément ce qui lui est arrivé en juin 2013 à Okoto. Alors, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et active aussi les notifications. Ainsi tu seras averti de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/unmondeMaléfique ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire.
Avez-vous une affaire à me proposer? Si oui, écrivez-moi à awickedworldtruecrime@gmail.com.